Vous êtes-vous déjà posé cette question anodine ? Qu'est-ce que mangeait ma mère ou ma grand-mère par rapport à ce que mangeait mon père ou mon grand-père ? J'ai pu observer dans les années 40, à la campagne, où mes parents m'envoyaient pendant la guerre en Auvergne, eh bien, les femmes ne s'asseyaient pas à table. Elles passaient leur temps à aller du fourneau à la table pour servir le patron, enfin les maîtres de famille. Cela voulait dire la plupart du temps qu'elles mangeaient ce qui restait. S'il y avait une volaille, elles avaient la carcasse. S'il y avait du lapin, elles avaient la tête. C'était toujours comme cela que ça fonctionnait. Dans les territoires qu'on dirait plus exotiques, c'est-à-dire dans des cultures différentes de la nôtre, mais avec leur validité et leur système également d'interprétation du réel, on considère qu'une femme enceinte, eh bien, ou allaitante ne peut pas manger de viande, ne peut pas manger de poisson, des œufs, enfin des choses qui sont absolument, au contraire, indispensables, parce que c'est des nourritures échauffantes, et donc on lui propose au contraire des nourritures émollientes, c'est-à-dire des bouillies de mil, des bouillies à base de céréales, mais qui ne sont pas du tout ce dont elle a besoin, ce qui vont l'amener à puiser dans ses réserves corporelles pour fabriquer son enfant, et contribue nécessairement à cette dévitalisation physique. Bien sûr, on a intérêt à garder les femmes en vie pour avoir le plus possible d'enfants. Mais lorsqu'une femme mourait, c'était bien triste dans bien beaucoup de sociétés, mais on l'a remplacée par une autre pour avoir des enfants. Il n'existe pas de société matriarcale. Il existe des sociétés qui sont matrilinéaires de droit maternel, c'est-à-dire où la filiation passe par les femmes, où les hommes ont cependant le pouvoir politique et religieux en tant que frères et en tant que neveux. Et dans des sociétés matrilinéaires les plus abouties, c'est-à-dire où elles ont une puissance économique, où elles sont considérées, on tient compte de leur avis, on les respecte, etc., il reste malgré tout que s'il y a des décisions à prendre au niveau collectif, au niveau villageois, eh bien, c'est un chef qui a été élu et c'est un homme. Il y a une espèce d'équation qui est là dans la tête de tout être humain, qui tient au fait que les enfants naissent de parents, naissent après. C'est l'idée que être né avant équivaut à être supérieur à ceux qui sont nés après, qui sont inférieurs. Et donc que les parents sont aux enfants comme les aînés sont aux cadets, ils leur sont supérieurs parce qu'ils sont nés avant. Et je dis que le rapport masculin-féminin est venu se loger dans cette équation. Et on dit qu'un homme est semblable à un père, à un parent ou à un aîné par rapport aux femmes. Si la femme est considérée partout comme une cadette, une inférieure, une mineure, il est facile de disposer d'elle-même comme si elle en était incapable. Donc vous voyez, ce sont des choses extrêmement profondes, parce qu'elles ont conditionné ensuite le destin féminin. Car si les femmes ont cette capacité de faire les enfants des deux sexes, eh bien, la conclusion qui a été trouvée, c'était que c'était leur destin. C'est qu'il fallait les contraindre à ne faire, si je puis dire, que ça. Les femmes sont devenues une propriété, un matériau, un bien d'usage, un bien d'échange qu'il fallait échanger entre hommes et qu'il fallait garder quand on l'avait. S'y joint un système de représentation dévalorisant, dénigrant, enfin méprisant, qui l'accompagne nécessairement. Et vous avez là donc tout un système de pensée qui fait corps. Notre différence de taille n'est donc pas naturelle. Elle est le signe visible d'une histoire que l'on retrouve dans toutes les sociétés. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte alors ?